Qu'est-ce qu'une migraine? Alors, une migraine, c'est d'abord une céphalée primaire. Ses caractéristiques, c'est que dans la douleur qu'on va ressentir au niveau de la tête, de l'extrémité céphalique, il y aura une localisation particulière. CNCSU, Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, partenaire officiel de votre émission Quart d'heure santé. La santé pour tous, sans barrière financière. Avec la carte d'assuré CNCSU, protégez-vous et protégez votre famille. Adamso by Naidi, maison de couture prêt-à-porter tradi moderne, partenaire de l'émission Quart d'heure santé. Des créations élégantes alliant confort et style au quotidien. Bonjour et bienvenue dans votre émission Quart d'heure santé. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Priska Rolande Bassolé. Elle est neurologue, neurophysiologiste et spécialiste des troubles du sommeil. Elle accompagne entre autres les personnes qui souffrent de douleurs telles que les céphalées, mais également d'épilepsie et de troubles du sommeil. Docteur Bassolé, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir dans votre émission. Tout le plaisir est pour nous. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quand on parle de maux de tête, de quoi parle-t-on réellement? C'est une très belle question parce que les patients font justement cet amalgame-là en consultation. D'emblée, lorsqu'ils viennent et que me concernant, j'ai la fameuse phrase Bob Day Meti, ils pensent ou ils utilisent le terme très souvent ensuite dans le déroulé de l'interrogatoire, j'ai des migraines. Alors, les maux de tête, en fait, c'est le terme générique de céphalée. Les céphalées, ce sont des maux de tête. Ce sont des douleurs qu'on va ressentir au niveau de l'extrémité céphalique, donc la tête. Et ces maux de tête-là peuvent varier en caractéristiques, en localisation, en signes accompagnateurs, permettant de spécifier, de classifier différents maux de tête. Donc, si j'entends bien, il existe différents types de maux de tête. Exactement. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, la classification internationale, parce qu'au niveau de la médecine, il existe des classifications, des critères qui permettent d'harmoniser les pratiques cliniques dans le monde. La médecine qui se fait au Sénégal doit être la même qui se fait aux États-Unis et vice-versa. Donc, parmi ces classifications-là, entre autres, je pourrais vous dire qu'il existe déjà des céphalées dites primaires, comme la migraine, tout simplement, et des céphalées secondaires. Par exemple, au cours d'un paludisme, on peut avoir des maux de tête, mais ces maux de tête sont d'origine infectieuse, donc parce qu'on a une infection de type paludique, qu'on a mal à la tête. La méningite reste une aussi céphalée secondaire. Donc, cette classification-là, il faut déjà retenir que tous les maux de tête ne sont pas des migraines et on peut en avoir liés à différentes causes. Oui, donc quand vous dites secondaire, le mal de tête peut être le lit d'autres pathologies finalement, d'autres problèmes de santé. Exactement, le mal de tête peut être l'expression clinique d'autres pathologies qui peuvent varier, même une carie dentaire qui est bien située dans la cavité buccale, mais la douleur peut irradier le long du visage et mimer une céphalée, donc des maux de tête avec des caractéristiques précises. S'agit-il de problèmes neurologiques graves parfois? Alors, il faut nuancer. En général, lorsqu'un patient vous demande « Docteur, c'est grave », c'est qu'il pense d'emblée à l'atteinte du pronostic vital. Alors, tous les maux de tête n'entraînent pas forcément un impact en termes de pronostic vital. Mais la migraine, que l'on pense être une maladie de bonne femme, reste une maladie grave. Grave dans le sens que la douleur a une intensité qui va d'une échelle en termes de douleur de modéré à intense. Et la douleur peut entraîner un impact sur la qualité de vie, en plus d'autres symptômes dont on pourra parler tout à l'heure. Donc, ce qui fait que j'ai envie de dire que il ne faut pas considérer la gravité simplement en termes d'atteinte vitale, mais en termes d'impact sur la qualité de vie du patient, de façon générale. Fonctionnelle et voilà. Ça va venir impacter le quotidien des patients. Vous l'avez dit, beaucoup de personnes se présentent en disant « j'ai des migraines ». Il y a une petite confusion. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Qu'est-ce qu'une migraine? Alors, une migraine, c'est d'abord une céphalée primaire. Ses caractéristiques, c'est que dans la douleur qu'on va ressentir au niveau de la tête, de l'extrémité céphalique,
il y aura une localisation particulière. En général, elle va intéresser une partie du crâne, on parlera d'hémicranie. Cette hémicranie peut être à bascule, c'est-à-dire tantôt un côté, tantôt l'autre, parfois en même temps. La douleur peut être décrite comme des battements, on dira qu'elle est pulsatile. Le patient vous dira, docteur, lorsque j'ai mal à la tête, j'ai aussi la nausée ou je vomis même pour certains et souvent ça soulage un peu. La douleur peut évoluer en 4 à 72 heures sans s'arrêter, bien entendu si il n'y a pas une bonne prise en charge. Et au-delà de ça, c'est une douleur en fait qui, au-delà de l'aspect douloureux, peut entraîner d'autres symptômes comme ce qu'on appelle des hypersensibilités sensorielles. Ce seront des personnes qui vont entendre les sons de façon exagérée, sentir de façon exagérée, que ce soit olfactif, que ce soit tactile. Donc simplement utiliser un peigne pour se brosser les cheveux, qui semble être un geste bénin, devient difficile. La vision peut être touchée également. Donc ce sont entre autres des éléments, sans trop rentrer dans la classification très scientifique, voilà, qui peuvent permettre de dire que c'est une céphalée, donc des maux de tête de type migraineux. On voit notamment des personnes très gênées par la lumière qui se mettent dans l'ombre pour... Également, il y a la notion d'activité physique, si je me rappelle bien. Bien entendu. Dans la définition, comme je vous disais tantôt, dans les critères pour la migraine, il y a cette notion de photophobie, c'est cette peur de la lumière. Il y a aussi la notion de phonophobie, le bruit qui aggrave, qui a tendance à amplifier ou même à déclencher la crise. Et donc, l'activité physique peut déclencher la douleur et le repos reste un moment où la douleur pourra disparaître de façon plus rapide. Voilà, donc le repos apaise tandis que l'activité physique peut aggraver ou déclencher la crise. Vous le disiez tout à l'heure avec des gros guillemets, oui. On parle parfois de maladie de bonne femme. La migraine est-elle plus fréquente chez la femme et pourquoi ? Oui, la migraine, selon les travaux, selon la littérature, la migraine reste un type de mal de tête qu'on retrouve le plus chez la femme. Je ne pourrais pas vous lister toutes les causes, mais l'une des causes reste hormonale. Les femmes, on a deux hormones en particulier qui vont régir un peu notre cycle de vie, que sont les estrogènes et la progestérone, sachant que les estrogènes vont agir au niveau du système nerveux comme des excitateurs, tandis que la progestérone va mimer l'action d'un neuromédiateur qu'on appelle le GABA, c'est plutôt des inhibiteurs. Donc cette différence avec les sujets de sexe masculin pourrait expliquer pourquoi on en retrouve plus chez les femmes. Pourquoi la migraine est-elle si mal comprise? Parce qu'on voit dans la société, quand on appelle par exemple au travail pour dire qu'on a une migraine, etc., on a l'impression que c'est une maladie un peu banalisée entre guillemets. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. La migraine est considérée simplement sous l'axe de la douleur, de la céphalée, et comme on le disait tantôt par rapport à la question précédente, on l'attribue un peu au caprice des bonnes femmes. Voilà, elle n'est pas bien, elle fait sa migraineuse, excusez-moi du terme. Dans la classification, quand je vous le disais, c'est des céphalées qui ont une échelle numérique en termes de douleur qui vont d'une douleur modérée à intense. Donc, imaginez un peu ce que le patient qui souffre ou la patiente qui souffre de céphalée migraineuse peut ressentir. Sachant que dans nos cadres professionnels, on ne peut pas dire aux voisins de bureau et tout, non, ne parle pas trop fort. La lumière qui gêne, on ne peut pas descendre les stores, puisqu'on est plusieurs souvent dans le bureau et tout. Et au-delà de ça, il y a cet aspect sensoriel dont je parlais. Donc la migraine, c'est pas que de la douleur, mais il y a tout cet aspect sensoriel qui accompagne la douleur, qui majore, et le patient qui en souffre finit par se sentir stigmatisé parce que non compris. Il est important de considérer la migraine dans toute son entité, pas seulement la douleur, mais tous les aspects qui vont avec. Il y a également d'autres types de céphalées, donc de mal de tête, qui peuvent avoir une fréquence importante dans la population. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, on retrouve en consultation, pour ma gouverne, on retrouve en consultation d'autres types de céphalées, par exemple les céphalées de tension,
qui ne répondent pas aux mêmes critères que la céphalée migraineuse. Les céphalées de tension sont également des céphalées primaires. Mais déjà en termes de durée, ce sont des céphalées qui vont durer en moyenne 30 minutes à voire 7 jours. Voilà, elles évoluent. Mais bon, en termes d'intensité, elles sont moins intenses. Donc on va aller à des douleurs légères à modérées. Elles ne s'accompagnent pas forcément de nausées, de vomissements, elles ne sont pas aggravées par l'activité physique. Et puis la localisation n'est pas pareille. Le patient vous décrira une douleur qu'on pourra en termes simples dire une céphalée en casque. Voilà, et il dira, c'est pas une douleur qui est pulsatile, mais c'est l'impression d'avoir une striction au niveau de la tête, avoir un serrement au niveau de la tête. Donc, toutes ces caractéristiques nous permettent justement de juger du type de céphalée, du coup, de proposer la thérapeutique qui est la mieux adaptée. Sont-elles généralement bénignes, du coup, ces céphalées de tension? Oui, elles restent bénignes, mais tout comme les migraines, elles évoluent, comme j'ai dit, elles peuvent évoluer en fonction des sujets de 30 minutes à 7 jours. Vous imaginez bien quelqu'un qui toute la journée, pendant une semaine, a une douleur, en termes de qualité de vie, c'est insupportable. Donc oui, le pronostic vital n'est pas engagé, mais la qualité de vie en pâtit. Et juste pour éviter une confusion, on parle de céphalée de tension. C'est vrai que la tension, c'est un peu dans le langage courant utilisé pour parler de l'hypertension artérielle. Ça n'a rien à voir. Merci pour la question. Ça n'a rien à voir. Très souvent, lorsqu'on annonce un diagnostic de céphalée de tension au patient, « Ah, docteur, j'ai l'hypertension ». Non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est deux entités qui sont clairement distinctes. Moi, j'avais notion qu'il y a une sorte de tension musculaire, dans les définitions. C'est ça. On peut avoir justement ces douleurs cervicales, ces tensions musculaires au niveau du cou qui font que le patient également même peut se plaindre. Parfois, ça arrive de torticolis qui accompagnent la douleur. Voilà, ça arrive très souvent. Et le stress vraiment alimente ce type de douleur. Pendant le ramadan, puisqu'on y est, on voit que les maux de tête semblent plus fréquents. Comment les expliquer? Quelles sont les causes? J'ai envie de dire que la première cause reste l'hygiène de vie. Et par hygiène de vie, je mets le doigt d'abord sur le sommeil. Pendant le ramadan, c'est une période où vraiment, pour la plupart, le sommeil il est complètement déréglé. En dehors de ces mauvaises habitudes de sommeil, que ce soit en quantité et ou en qualité, il y a également le fait de ne pas assez s'hydrater. Le fait de ne pas boire, de ne pas avoir l'occasion de boire, c'est pas parce qu'on ne veut pas, mais bon, on a une période de jeûne qui est assez importante, qui fait qu'on ne boit pas et cela peut déclencher dans l'organisme des mécanismes qui vont favoriser la survenue de la céphalée. Au-delà de ça, à la rupture du jeûne, certaines personnes ont tendance à aller directement sur des boissons excitantes telles que le café ou le thé, alors que pendant tout le reste de la journée, le lendemain, ils ne vont pas en boire. Donc, ce sevrage brutal-là peut malheureusement déclencher des céphalées chez des personnes qui sont plus ou moins sensibles, qui ont un seuil faible d'en avoir. Donc, il faut faire attention, il faut penser à son sommeil, il faut penser à ce qu'on mange, il faut penser à s'hydrater tout le long de la période où on peut manger de façon progressive. Il ne faut pas se jeter dès la rupture sur de grosses quantités et puis après on ne boit plus. Il faut vraiment prendre le temps de s'hydrater. On sait que le traitement des migraines, différent par rapport aux autres céphalées dont on a parlé, pourquoi les antalgiques classiques, donc les médicaments contre la douleur qu'on trouve en pharmacie, ne suffisent pas forcément pour la migraine? Pour répondre à votre question, je vais déjà revenir sur un élément sur la migraine que je n'ai pas spécifié. Alors, dans la migraine, il y a encore une sous-classification qui permet de distinguer des patients qui souffrent de migraines dites épisodiques et d'autres qui vont souffrir de migraines dites chroniques. Alors, les patients qui souffrent de migraines chroniques sont des patients qui vont avoir plus de 15 crises qui vont répondre aux caractéristiques des migraines que j'ai tantôt données dans le mois. Et parmi ces 15 crises, 8 ont la définition exacte de la migraine. Donc, dans les 15, on peut avoir quelques céphalées de tension ou des céphalées par surconsommation médicamenteuse, mais 8 qui sont spécifiquement des migraines. Chez ces patients-là, il faille impérativement débuter un traitement de fond. Donc, ce sont les patients qui souffrent de migraines chroniques. Chroniques. Vous avez dit épisodiques. D'accord. Pardon, chroniques. Merci. Effectivement, pour les patients qui souffrent de migraines chroniques, il faille débuter un traitement de fond
avec des molécules bien spécifiées et accompagner le patient sur une période donnée. Et un traitement de fond, donc c'est un médicament qu'on va prendre Tous les sur un jours. long cours. C'est ça. Et tous les jours, qu'on ait mal à la tête ou pas. Tandis que dans les migraines épisodiques, justement, on ne prendra des médicaments que lorsqu'on a mal. Et toujours dans les migraines, il y a ce qu'on appelle les migraines avec aura et les migraines sans aura. L'aura, c'est quoi? C'est un signe annonciateur. En général, les patients qui ont cette aura-là la reconnaissent. La plupart du temps, elle est visuelle. Donc, c'est des patients qui vont dire, en fait, j'ai comme un flou ou bien j'ai une amputation du champ visuel. D'autres vous diront, je sens monter des choses. D'autres, c'est le langage. D'autres, c'est comme une pseudo-paralysie qui peut même faire penser à un AVC et tout. Bref, du coup, chez ces patients-là qui ont l'aura, mais qui font des migraines épisodiques, on leur demandera de prendre un type particulier de médicament lorsqu'ils sentent déjà l'aura, même s'il n'y a pas de douleur. C'est à ce moment-là qu'il faille prendre le médicament. Maintenant, pourquoi certains médicaments marchent et d'autres pas, de façon générale? La plupart du temps, quand on parle de douleur, tout le monde pense au fameux paracétamol. Alors, dans la migraine, oui, c'est de la douleur, mais dans le mécanisme de la douleur, il y a aussi de l'inflammation. Donc, ce qui fait que, oui, pour certains, le paracétamol tout simple peut marcher, mais en général, l'association médicamenteuse avec un peu d'anti-inflammatoire et ou de caféine, parce qu'il y a également un phénomène vasculaire, permettra de soulager davantage. Il y a également d'autres familles de médicaments, mais déjà, il faut comprendre pourquoi le paracétamol ne marche pas tout seul. Donc, il y a ce qu'on appelle les migraines épisodiques. On va avoir moins de 15 épisodes dans le mois, ce qui est déjà énorme. 14, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, il y a ce qu'on appelle les migraines chroniques. Et dans ces cas-là, il faut envisager, avec son médecin, évidemment, un traitement qu'on prend au quotidien, même quand on n'a pas de crise. Et ce traitement-là, son rôle est quoi? Ça permet de diminuer le nombre de crises, c'est ça, ou l'intensité des crises, sur quoi ça va agir? Exactement, vous me marchez sur la langue. Ce traitement-là, justement, il va permettre de diminuer la fréquence de survenue des crises et leur intensité. Donc, il améliore la qualité de vie du patient. Est-ce que ces traitements-là de fond marchent? Oui, ils marchent. Personnellement, j'ai une petite cohorte de patients qui, en fonction, parce que les traitements de fond, il y en a de plusieurs. Les nouvelles générations ne sont pas forcément accessibles dans nos contrées, mais pour ce qui est accessible, lorsque la migraine elle est avérée, le diagnostic il est fait et que c'est le bon diagnostic, lorsqu'on introduit le traitement de fond, en général, vous n'avez que des merci en fait. Docteur, beaucoup de personnes se soignent seules pour les maux de tête. Quels sont les dangers potentiels de l'automédication? De façon générale, je ne conseillerais l'automédication pour aucune affection. Ce qui a marché avec Paul ne marchera pas forcément avec Pierre, parce qu'on est différents. Aller dans une pharmacie, décrire ses symptômes et puis demander un médicament, oui, ça peut se faire parce qu'à l'intérieur d'une pharmacie, il y a des collègues pharmaciens. Mais idéalement, lorsqu'on a des symptômes particuliers, il est mieux de se rapprocher d'un personnel médical, d'en parler, c'est-à-dire un médecin, en tout cas un personnel de santé, d'en parler, de spécifier le type de céphalée. On a vu qu'il y a des céphalées primaires et secondaires parce que les médicaments peuvent avoir des effets secondaires liés. Ça a peut-être marché avec Pierre, mais moi, j'ai une génétique, j'ai des affections intercurrentes et le médicament peut générer des effets secondaires ou si je prends déjà d'autres médicaments, interférer avec ces médicaments. Donc, il est important de toujours demander l'avis d'un praticien. Au-delà de ça, les patients ne savent peut-être pas, mais il y a un type de céphalée qu'on appelle des céphalées par surconsommation médicamenteuse. C'est-à-dire que le fait de prendre ces médicaments de la douleur de façon fréquente peut générer de nouveaux types de maux de tête et qui vont s'installer de façon insidieuse comme ça. Et le patient, il se dit, je continue de prendre mes antalgiques, mes calmants, mais malheureusement, il alimente en fait cette douleur-là. Donc, il faut toujours demander l'avis d'un spécialiste. Ça m'intéresse beaucoup. Y a-t-il un mécanisme qui explique qu'on ait plus de douleur en prenant des antalgiques? C'est pas plus de douleur en prenant un antalgique quelconque, mais c'est surtout dans les critères, c'est souvent des sujets qui ont déjà un type
de céphalée préexistants et qui prennent des médicaments. En général, ces médicaments-là, c'est souvent des opioïdes qui entraînent une dépendance et tout, et qui en prennent beaucoup dans le mois, plus de 15 fois. C'est souvent des personnes qui ont des céphalées chroniques. Et à force d'en prendre, en fait, cela modifie les voies de la douleur et d'autres mécanismes qui entraînent cette dépendance et finit par générer de la douleur. Et on n'informera jamais assez sur aussi les surdosages en Bien médicaments, sûr. même le paracétamol. Il est hépatotoxique. Exactement. Moi, je dis souvent, quand les patients me demandent, quand je fais une prescription, le patient me demande, mais docteur, c'est pas dangereux, ça ne va pas. Je dis, vous prenez du paracétamol? Si, quand j'ai mal, je dis, mais est-ce que vous savez que le paracétamol, il peut être toxique? Ah bon, docteur? Donc, c'est toujours une question qui semble banale, mais même ce petit paracétamol que souvent certaines personnes considèrent comme un bonbon, même à 500 mg, il peut générer des problèmes hépatiques. Il faut toujours demander. Et tout à l'heure, vous parliez de céphalées secondaires, donc les maux de tête qui vont être le lit d'une autre maladie cachée derrière. Dans quel cas faut-il s'inquiéter ou consulter en tout cas rapidement? Si on est connu céphalalgique, c'est-à-dire si d'emblée on a un type de maux de tête qui a déjà été diagnostiqué, on est suivi et tout, et que dans l'évolution de ces maux de tête, par exemple, la caractéristique de la douleur change, en ce moment il faut consulter. Si la douleur n'est pas calmée par ce qu'on avait l'habitude de prendre et qui calmait dans le temps, il faut consulter. Si la douleur s'accompagne de symptômes tels que de la fièvre, tels que des vomissements, tels que un signe, j'ai envie de dire signe neurologique, c'est-à-dire une faiblesse, des troubles visuels qui persistent et tout, il faut consulter. Donc, chaque fois que cette douleur-là s'accompagne d'autres symptômes qui n'existaient pas auparavant, il ne faut pas hésiter à consulter. Donc, si je comprends le message, on souffre de migraine, on connaît ces symptômes, on a parfois ce qu'on appelle les auras, c'est-à-dire les signes annonciateurs de notre crise de migraine, on les connaît, ils arrivent, on sait malheureusement que c'est notre crise qui arrive, on prend nos médicaments, mais dès l'instant où on a face à un mal de tête, l'apparition de symptômes nouveaux, inhabituels, ou une douleur plus intense, il faut penser à demander. Très bien. Exactement. Quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui souffrent de maux de tête? Alors déjà, mon message va dans le sens de les apaiser. Ils ne font pas exprès, particulièrement pour la migraine, qui est considérée comme cette maladie de bonne femme, comme un petit caprice et tout, où les patients, justement, dans le milieu professionnel, c'est l'endroit de pointer un peu ce doigt-là, sont assez stigmatisés et du coup, ça aggrave. Alors, votre maladie, elle est légitime, il faut en parler, mais il ne faut pas hésiter aussi parce que pour être aidé, il faut en parler aux autres. Il ne faut pas hésiter à en parler à ce voisin de bureau. Ah, est-ce que tu peux, en répondant au téléphone, baisser un peu le ton? Il faut parler aux autres pour qu'ils puissent aussi comprendre ce qu'on vit. J'aimerais également dire qu'on rentre, là, on est dans une période particulière qui est celle du Ramadan. Il faut prendre soin de notre sommeil. Il faut prendre soin de nos habitudes de vie. Il faut rester discipliné. Beaucoup ont la volonté, on a tous la volonté, mais la volonté seule, sans la discipline, on n'y arrivera pas. Donc, il faut décider d'avoir des habitudes au quotidien, dans le sens d'améliorer la qualité de notre vie de façon générale, mais surtout sur des petites habitudes, sommeil suffisant, moins d'excitants, bouger en journée. Voilà, c'est des choses qui vraiment vont nous aider à nous sentir bien de façon générale. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la stigmatisation, c'est vrai qu'on a tendance à lier aussi les crises avec le stress. Et on a l'impression, parfois en consultation, que les patients font leur crise le week-end ou juste après une grosse période de stress. C'est pas faux, bien que je n'ai pas de données objectives, mais je dirais qu'il y a cette anxiété de reprendre le boulot. On a peur. Donc déjà le dimanche il est lourd. On se dit, demain je retombe encore dans cette routine avec le stress lié à la profession elle-même, le stress lié à la maladie. Alors, on ne fait pas exprès d'être stressé. Le stress en lui-même, beaucoup de gens en ont parlé, des psychiatres sur différents plateaux et tout. Le stress en lui-même n'est pas quelque chose de négatif, non.
on a tous été soumis plus ou moins au stress. Le problème avec le stress, c'est lorsqu'on n'est plus soumis, on n'est plus en contact avec ce qu'il a généré, mais on continue de vivre l'émotion qui accompagne l'événement. Donc, il faut trouver un moyen, justement, chacun doit trouver en lui cette force-là de dépasser ces événements-là et surtout en parler. C'est déjà permettre de faire baisser la tension et puis voilà, être accompagné au mieux. Donc je nuance, hein. Effectivement, le stress peut impacter sur les crises et donc stigmatiser les gens qui souffrent de migraine n'est pas une bonne chose, mais la migraine est une vraie maladie avec un lit autre que psychologique. Exactement, c'est une maladie qui a son explication neuroscientifique. Et pour finir avec une question un peu plus personnelle, vous au quotidien, comment gérez-vous votre stress ? Alors, je me repose. Avec le temps, j'ai appris à me reposer sur la spiritualité. C'est mon socle. C'est ce moment-là où je retrouve ma paix. Et j'ai la chance d'être aussi bien accompagnée. J'ai un environnement qui me permet de m'épanouir. Rien n'est linéaire. Il faut savoir parfois laisser les choses couler, ne rien prendre à cœur. Voilà. Vous savez, le temps finit toujours par nous montrer qu'un événement passé, bon, oui, au moment où on le vivait, il était assez compliqué, mais bon, au final, ça reste une expérience de vie qui nous a fait grandir, qui nous a fait évoluer, qui nous a fait aller d'un endroit A, mais à vraiment plus haut. Donc, je mets en premier dans ma vie aujourd'hui la spiritualité. C'est joliment dit. Donc, la spiritualité et laisser du temps aux choses. Laisser du temps aux choses. Bah, c'est un beau cocktail, je pense, et un beau mot de la fin. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie.